les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de L'épicerie du paradis sur terre de James McBride, lu par Olivier Dauté-Doévi. À Cy Friend, qui nous a enseigné à tous la signification du tikkun olam. Première partie. Chapitre 1. L'ouragan. Il y avait un vieux juif qui vivait dans l'ancienne synagogue, là-haut, sur Chicken Hill, dans la ville de Pottstown, en Pennsylvanie. Et quand les policiers de l'État ont découvert le squelette au fond d'un vieux puits, à 2 pas de Hayes Street, c'est chez ce vieux juif qu'ils se sont rendus en premier. C'était en juin 1972. La veille, un promoteur avait commencé les travaux de terrassement en haut de Hayes Street, en vue de la construction d'un nouveau lotissement. On a trouvé une boucle de ceinture et un pendentif dans le puits, ont dit les flics, et quelques vieux bouts de fil, provenant d'un costume ou d'une veste rouge. C'est ce que montrent les analyses de laboratoire. Ils ont sorti un morceau de bijou qu'ils lui ont tendu, lui demandant de quoi il s'agissait. « Une mezouza », a répondu le vieil homme. « Elle est identique à celle qui est sur la porte », ont dit les flics. « C'est pas sur les portes que ça va, ces choses-là » Le vieil homme a haussé les épaules. « Le judaïsme est portatif », a-t-il répondu. L'inscription au dos dit « Demeure du plus grand danseur du monde ». C'est en hébreu. Vous parlez hébreu ? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui parle le swahili ? Répondez à la question. Vous parlez hébreu, oui ou non ? Il m'arrive de m'arracher les cheveux en essayant de le comprendre. Et vous êtes bien Malachi le danseur ? C'est ce que disent les gens dans le coin. Ils disent que vous êtes un grand danseur. J'étais. Ça fait 40 ans que j'ai arrêté ça. Et cette mezouza alors ? Elle est identique à celle qui est là. C'était pas le temple juif ici ? Ça l'était. Qui en est propriétaire maintenant ? Qui est propriétaire de tout dans le coin ? A répondu le vieil homme. Il a fait un signe de tête en direction de l'immense école privée resplendissante que l'on pouvait voir à travers les vitres ternes de la fenêtre. L'école Tucker. Elle se dressait fièrement au sommet de la colline, derrière ses grilles de fer forgé, avec ses pelouses impeccables, ses cours de tennis et ses bâtiments scolaires éclatants, monstrueux bastions à l'élégance arrogante, brillant tel un phénix au-dessus du quartier délabré de Chicken Hill. Ça fait 30 ans qu'ils essaient de m'acheter pour que je parte, a dit le vieil homme. Il a souri aux flics, mais il n'avait plus de dents, à part une seule, toute jaune, qui pendait comme une petite motte de beurre de sa gencive du haut, et qui le faisait ressembler à un oryctérope. « Vous êtes considéré comme suspect », qu'ils lui ont dit. « Suspect. Il a répondu avec un haussement d'épaule. Il avait largement dépassé les 80 ans, et il était vêtu d'un vieux gilet gris, d'une chemise blanche froissée avec une poche de poitrine qui contenait plusieurs stylos, d'un talit fripé passé autour de ses épaules, et d'un vieux pantalon tout aussi fripé. Mais quand il a plongé ses mains noueuses dans ses poches de pantalon, il l'a fait avec une telle habileté et une telle rapidité que les policiers, qui passaient l'essentiel de leur temps à verbaliser les semi-remorques sur l'autoroute 76 toute proche et à impressionner les jolies femmes au foyer qu'ils contrôlaient, avec leurs gyrophares aux couleurs de chewing-gum et leurs sermons rigoureux sur la sécurité routière, ont été pris de panique et ont reculé, la main sur leur revolver. Mais le vieil homme n'a rien sorti d'autre qu'une poignée de stylos. Il en a offert un aux flics. « Non merci », qu'ils ont dit. Ils se sont attardés encore un moment, puis ils ont fini par s'en aller, promettant de revenir une fois qu'ils auraient sorti le squelette du puits et qu'ils auraient examiné plus en détail la possible scène de crime. Mais ils ne sont pas revenus. Parce que le lendemain, Dieu a pris Chicken Hill entre ses mains
et il a évacué la dernière trace de sa justice de cet endroit misérable. L'ouragan Agnès a déferlé sur la région, mettant hors service le réseau électrique de 4 comtés. Le niveau de la rivière Schuylkill, toute proche, s'est élevé de plus de 2 mètres. À en croire ce que racontent les vieilles femmes noires de Chicken Hill, les Blancs sautaient du toit de leur maison de Pottstown comme s'ils étaient sur le Titanic. Toutes ces belles demeures, dans le bas de la ville, elles ont été balayées comme des fétus de paille. Cette tempête a tué tout ce qu'elle touchait. Elle a noyé tous ceux qui se trouvaient à sa portée, hommes, femmes et enfants. Elle a emporté des ponts, détruit des usines, ravagé des fermes. Ce truc a causé des millions de dollars de dégâts. Des millions et des millions. C'est le langage des Blancs, ça. Des millions et des millions. Bon, pour nous autres, les gens de couleur, là-haut sur la colline, c'était juste un jour ordinaire, passé à esquiver la méchanceté de l'homme blanc. Quant aux vieux juifs et aux autres comme lui, qui vivaient sur cette colline, ils se sont vengés de ceux qui leur avaient tout volé. Et cette dame juive à qui ils avaient fait du tort, Miss Shona, elle a obtenu justice elle aussi, parce que le roi des rois lui a trouvé une belle demeure en récompense de toutes les bonnes choses qu'elle avait faites. Il l'a élevée au ciel et il a réalisé tous ses rêves en un instant comme lui seul peut le faire. Cet abominable abruti qui se faisait appeler Son of Man, ça fait longtemps qu'il a disparu du paysage. Et ce garçon, Dodo, le sourd, lui, il est encore en vie. C'est en pensant à lui qu'ils ont créé ce camp de vacances, là-haut dans le comté de Montgomery. C'est ce qu'ils ont fait, les Juifs. Propriétaires d'une salle de spectacle qu'ils étaient. Dieu les bénisse. Et ces flics, et toutes ces grosses légumes qui en avaient après ces Juifs à cause du squelette découvert dans le vieux puits, ils ont plus le moindre indice contre eux, vu que Dieu avait tout balayé. Le puits, le réservoir, la laiterie, le squelette, et le plus petit truc qu'ils auraient pu utiliser contre ces Juifs. Tout a été emporté dans le Manatee Creek. Et de là, tout ce qui était lié au pourquoi du comment de cette affaire complètement folle a été charrié dans la rivière Schuylkill. Et de là, tout a dérivé jusqu'à la baie de Chesapeake, dans le Maryland. Et de là, tout s'est perdu dans l'Atlantique. Et c'est là que le squelette de cette sale crapule, dont le nom ne mérite pas d'être prononcé par mes lèvres, se trouve encore aujourd'hui. Au fond de l'océan, avec les poissons qui rongent ses eaux, et le diable qui compte les points. Pour ce qui est du vieux Malachi, les flics, ils l'ont jamais retrouvé. Ils sont bien repassés chez lui, une fois tassé cette histoire d'ouragan. Mais ça faisait longtemps qu'il n'était plus là. Il avait laissé 1 ou 2 tournesols dans le jardin, et c'est tout. Le vieux monsieur Malachi s'en est tiré sans problème. C'était le dernier d'entre eux. Le dernier des Juifs du quartier. Ce type, c'était un vrai sorcier, un sacré bonhomme. Il savait danser aussi. Seigneur, cet homme était magique. Mazel tov, mon gars. Chapitre 2. Un mauvais signe. 47 ans avant la découverte du squelette par les ouvriers dans l'ancien puits du fermier, sur Chicken Hill, le directeur d'une salle de spectacle de Pottstown, en Pennsylvanie, un juif nommé Moshe Ludlow, eut une vision concernant Moïse. Moshe eut cette vision un lundi matin de février, alors qu'il était en train de nettoyer les traces du passage de Chick Webb, pour un concert unique, dans sa minuscule All American Hall, sa salle de spectacle et de danse située dans Main Street. Webb et son tonitruant orchestre de 12 musiciens étaient le plus grand événement musical auquel il avait été donné à Moshe d'assister dans sa vie. À l'exception de la fois où il était parvenu à attirer hors de Cleveland Mickey Katz, le brillant mais lunatique génie de la musique klezmer, afin qu'il vienne offrir tout un week-end de réjouissances familiales et de danse yiddish dans sa salle 2 mois auparavant. Alors ça, c'était quelque chose. Katz, le jeune sorcier de la clarinette,
et son tout nouvel ensemble de 7 musiciens avaient bravé une violente tempête de neige de décembre qui avait déposé une couche de 35 cm dans les montagnes de l'est de la Pennsylvanie pour venir jusque-là. Et que Dieu soit remercié qu'il l'ait fait, car Moshe avait compté 249 vendeurs de chaussures, commerçants, tailleurs, forgerons, peintres du rail, épiciers traiteurs, tous juifs et tous accompagnés de leurs femmes, venus participer à cet événement de 5 États différents, dont la partie nord de l'État de New York et le Maine. Il y avait même 4 couples du Tennessee qui avaient roulé pendant 3 jours à travers les Blue Ridge Mountains, se nourrissant de fromage et d'œufs, dans l'incapacité de manger kasher le jour du Shabbat, rien que pour se retrouver avec leurs frères juifs. Et juste avant Hanouka, fête pour laquelle il leur fallait être rentrés chez eux et allumer des bougies pendant 8 jours. Sans parler du fait que l'un des 4 maris était un fanatique, convaincu que le jeûne de Tisha B'Av, normalement observé en juillet ou en août, devrait être observé 2 fois par an et non pas une seule. Ce qui signifiait rester à la maison chaque mois de décembre à mourir de faim et émailler les murs d'images de fleurs pendant 3 semaines d'affilée, en signe de gratitude envers le Créateur pour la générosité dont il avait fait preuve en aidant les Juifs d'Europe de l'Est à fuir les pogroms et gagner la paix et la prospérité relative de la terre promise d'Amérique. À cause de lui et du temps, les 4 couples étaient d'une humeur massacrante à leur arrivée, s'étant entassés dans 2 antiques Packard, dont l'une n'avait pas de chauffage, et ayant dû rouler à travers cette terrible tempête. Ils annoncèrent leur intention de repartir sur le champ quand ils apprirent que la neige pourrait continuer à tomber, mais Moshe parvint à les en dissuader. C'était un don chez lui. Moshe aurait pu convaincre le diable de se débarrasser de ses cornes. « Combien de fois dans son existence a-t-on l'occasion d'entendre un jeune génie ?» leur demanda-t-il. « Ce sera le plus grand événement de votre vie. » Il les conduisit à sa chambre, grande comme un mouchoir de poche, dans une pension de famille sur Chicken Hill, un petit quartier de maisons délabrées et de chemins de terre où vivaient les Noirs, les Juifs et les immigrants blancs de la ville qui ne pouvaient pas s'offrir mieux. Il les installa devant son poêle à bois, les gava de thé chaud et de gefilte fish, et il les amusa avec l'histoire de sa grand-mère roumaine qui, ayant sauté par la fenêtre pour éviter de se marier avec un juif adepte de la Haskalah, avait atterri sur un rabbin hassidique originaire d'Autriche. « Elle l'a fait tomber dans la boue !» s'exclama-t-il. Quand il a levé les yeux, elle lui lisait les lignes de la main, et alors ils se sont mariés. Cela provoqua quelques sourires narquois et quelques gloussements, parce que tout le monde savait bien que les Roumains étaient dingos. Leur rire résonnant encore dans ses oreilles, il partit en toute hâte retrouver le public qui attendait impatiemment sous la neige l'ouverture de la salle. Tandis que Moshe descendait les chemins boueux de Chicken Hill, en direction de sa salle sur Main Street, il eut un pincement au cœur. Le semblant de queue qui s'était formé 1 heure auparavant avait explosé en une foule de près de 300 personnes. De plus, on l'informa que Katz, le génie lunatique, était arrivé, mais qu'il était à l'intérieur, lui aussi d'une humeur massacrante après avoir affronté cette terrible tempête, et qu'à présent, il menaçait de repartir. Se précipitant dans la salle, Moshe constata à son grand soulagement que son fidèle second, un vieil homme de couleur nommé Nate Timlin, avait installé Katz et son groupe derrière la scène, devant le poêle à bois, et leur servait du thé chaud dans des verres à eau, des œufs kasher tout frais, du gefilte fish et du pain challah. Le tout impeccablement présenté en mode buffet. Le jeune Katz semblait satisfait et fit savoir que ses musiciens et lui se mettraient en place dès qu'ils auraient fini de manger. À partir de là, Moshe retourna dehors afin de faire patienter la foule qui attendait. Quand il vit que d'autres personnes continuaient à arriver, des retardataires accourant de la gare, chargés de sacs et de valises, il attrapa un escabeau et grimpa dessus pour s'adresser à eux. De sa vie, il n'avait jamais vu autant de Juifs réunis en un même endroit en Amérique. Les snobs du judaïsme réformé de Philadelphie étaient là, en chemise boutonnée, côtoyant des ouvriers métallurgistes de Pittsburgh, massés tout contre les cheminots socialistes de Reading, avec sur la tête une casquette portant le logo de la compagnie Pennsylvania Railroad,
qui étaient eux-mêmes épaule contre épaule avec les mineurs de charbon au visage noir, venus de Uniontown et Spring City. Certains étaient là avec leur épouse, d'autres étaient accompagnés de femmes qui, à en juger par leurs manteaux de fourrure, leurs chaussures en cuir et leurs coiffures époustouflantes, n'étaient pas du tout des épouses. Un type était flanqué d'une goye blonde qui mesurait 15 cm de plus que lui, habillé d'un éclatant vert irlandais des pieds à la tête, avec un chapeau qui tenait du croisement entre une feuille de trèfle et les pointes sur la couronne de la Statue de la Liberté. Il y en avait qui jacassaient en allemand, d'autres bavardaient en yiddish, il y en avait qui hurlaient dans un dialecte bavarois, d'autres parlaient polonais. Quand Moshe annonça qu'il allait y avoir un petit retard, la foule se fit plus remuante. Un jeune et séduisant Hassid, en cafetan et chapeau de fourrure, portant un sac de jute, ses cheveux bouclés fourrés sous le chapeau qu'il portait incliné sur le côté, comme si c'était un feutre, fit savoir qu'il avait fait tout le chemin depuis Pittsburgh et qu'il n'était pas question qu'il danse avec une femme. Ce qui déclencha des rires et quelques répliques sévères, dont certaines en allemand faisaient mention de crétins polonais habillés comme des blancs-becs. Déconcerté, Moshe demanda à l'homme : « Pourquoi venir à une soirée dansante si vous ne voulez pas danser avec une femme ?»« Ce n'est pas une danseuse que je cherche, » répondit laconiquement le séduisant Hassid. « Je cherche une épouse. » Ce qui fit de nouveau rire la foule. Plus tard, sous le charme de l'éblouissante virtuosité musicale de Katz, Moshe observa, sidéré, l'homme danser comme un beau diable toute la nuit. Il se lança à corps perdu dans toutes les sortes de danses que Moshe avait eu l'occasion de voir dans sa vie. Et Moshe, qui avait été un fousgailleur, un juif errant, pendant toute son enfance en Roumanie, en avait vu quelques-unes. Les Horas, les Bulgares, les Rossidel, les Freilek, les marches russes, les danses cosaques. Ce Hassid était un prodige de coudes entortillés, un gyroscope rythmique de grâce élastique et d'adresse débridée. Il dansait avec toutes les femmes qui s'approchaient, et il y en avait beaucoup. Par la suite, Moshe se dit que ce type devait être une sorte de magicien. Les 4 soirées qui suivirent furent la plus extraordinaire concentration de joyeuses festivités juives qu'il avait jamais vues dans sa vie. Ce fut pour lui un miracle. En partie parce que toute cette affaire avait failli tomber à l'eau avant même de commencer. À cause d'une série de prospectus qu'il avait envoyés quelques semaines auparavant en vue de stimuler la prévente de billets. Se servant d'un annuaire croisé juif qui répertoriait les synagogues et les domiciles privés où pouvaient séjourner des juifs itinérants, Moshe avait envoyé ses prospectus à toutes les synagogues, pensions de familles juives et autres foyers situés entre la Caroline du Nord et le Maine. Les prospectus, proclamant fièrement que Mickey Katz, en tournée avec son grand concert hivernal de divertissement yiddish et de souvenirs familiaux du vieux pays, serait au All American Hall de Pottstown en Pennsylvanie le 15 décembre, avaient été imprimés en 4 langues. En allemand, en yiddish, en hébreu et en anglais. Mais Moshe avait grandement surestimé les compétences en matière d'organisation des rabbins de province. Et la plupart des prospectus s'étaient perdus au milieu du flot continu d'avis de décès, de célébrations de bar mitzvah, de soldes exceptionnels, de demandes d'abattage de vaches cachères, d'offres de services pour la fabrication de talit ou l'arbitrage de conflits commerciaux, d'erreurs de mohel pour la circoncision, et de cafouillage des arrangements de mariage qui constituaient le pain quotidien d'un rabbin de campagne. Les rares individus qui avaient eu la présence d'esprit d'ouvrir les enveloppes contenant les prospectus de Moshe n'avaient fait qu'empirer les choses, car beaucoup d'entre eux étaient des immigrants fraîchement arrivés d'Europe de l'Est qui ne parlaient pas l'anglais. Ils considéraient toute lettre comportant une adresse tapée à la machine comme une sorte de notification du gouvernement qui signifiait l'expulsion immédiate de vous-même, de votre famille, de votre chien et de vos timbres verts, direction le vieux pays, où des soldats russes vous attendaient avec un cadeau spécial en récompense du rôle que vous aviez joué dans l'assassinat du fils du tsar, que bien entendu les Russes avaient tué eux-mêmes, et à qui ils avaient même arraché les yeux par-dessus le marché. Mais qui s'en inquiétait ? Et donc les prospectus avaient fini à la poubelle. De plus, Moshe n'avait pas envoyé les bons prospectus aux bonnes congrégations. Ceux qui étaient en yiddish étaient allés aux congrégations qui parlaient allemand.
Ceux qui étaient imprimés en allemand étaient allés aux synagogues yiddish, qui méprisaient les snobs qui aimaient la langue allemande. Les feuillets en hébreu étaient parvenus aux Hongrois, dont tout le monde savait qu'ils prétendaient ne pas savoir lire l'anglais, sauf quand il était fait référence aux Juifs comme des Israélites américains, en hébreu. 2 prospectus en anglais avaient été envoyés à une congrégation polonaise du Maine qui avait disparu. Les blancs-becs tout là-haut s'étant probablement gelé le derrière avant de tomber dans la glace quelque part. Un marchand de Baltimore avait même accidentellement fait parvenir son feuillet en yiddish au service publicité du Baltimore Sun, ce qui avait provoqué un sacré grabuge. Le responsable du service, étant persuadé que le juif qui possédait le magasin de vêtements dans le quartier juif de l'Est de Baltimore et qui passait régulièrement des annonces dans le Sun, voulait publier celles-ci exclusivement à l'intention de clients parlant yiddish. En réalité, le brave marchand était occupé à traduire le prospectus du yiddish à l'anglais dans son arrière-boutique quand une dispute éclata entre 2 clients dans son magasin. Pendant qu'il s'y précipitait afin de rétablir le calme, sa femme, qui ne parlait que yiddish, entra dans l'arrière-boutique et, reconnaissant les mots « Baltimore Sun » parmi les papiers sur le bureau encombré de son mari, fourra le prospectus partiellement traduit dans une enveloppe avec le chèque hebdomadaire destiné à la publicité et l'envoya au journal. Le responsable du service qui le reçut était trop bête pour faire la différence entre une annonce et un éditorial, et il le transmit au bureau des nouvelles locales avec une note disant « À faire paraître demain parce que ce juif est un bon payeur ». À la suite de quoi, le rédacteur en chef des nouvelles locales assurant le service de nuit, un fervent catholique bien intentionné, le tendit à un jeune commis hongrois de 19 ans, recruté en partie parce qu'il avait affirmé savoir parler yiddish. Le jeune homme renvoya le tout, après l'avoir fort mal traduit, au service publicité, avec une note disant « c'est une annonce ». Le service publicité la fit paraître en gros caractères à la page B4, un samedi, le dernier jour de Soukhot, la fête juive qui célèbre la fin des récoltes et la protection miraculeuse accordée par le Seigneur aux enfants d'Israël. Il en résulta un véritable désastre. Le prospectus original de Moshe disait, en yiddish, « Venez voir le grand Mickey Katz, un événement qui ne se produit qu'une fois dans la vie. Divertissement familial et tradition juive. Une musique klezmer enflammée comme vous n'en avez jamais entendu auparavant. » Traduit en anglais, cela donnait « Mickey Katz arrive. Une fois une vie, toujours une vie. Regardez les juifs brûler et danser et se divertir. » Cette annonce provoqua panique et fureur dans le quartier juif de l'Est de Baltimore, car nombre de ses résidents se souvenaient encore du premier rabbin de la ville, David Einhorn, qui s'était élevé contre l'esclavage pendant la guerre de sécession et qui avait été chassé de Baltimore et dont la maison avait été réduite en cendres. Ils exigèrent que le marchand ferme sa boutique et quitte la ville. Moshe faillit s'évanouir quand il eut vent du désastre. Il se précipita à Baltimore et dépensa $400 pour arranger les choses avec le brave commerçant, qui, fort aimablement, l'aida à rédiger une seconde annonce, plus correcte. Mais c'était trop tard. La première annonce avait du mal à passer chez les Juifs de Baltimore. Et puis c'était simplement trop beau pour être vrai. Une soirée dansante klezmer? Avec le grand Mickey Katz? Pourquoi une star comme Katz jouerait-il pour de pauvres vendeurs et tailleurs dans les collines glaciales à l'est de la Pennsylvanie? Dans une salle de spectacle américaine, dont le directeur est un Fußgänger, un Roumain. Les Fußgänger ne possèdent pas de salle de spectacle. Ils vont de ci, de là, sans but, chantent leurs chansons et se font casser la gueule par les soldats du tsar. Et puis de toute façon, c'est où Pottstown? Il y avait vraiment des Juifs dans ce trou? Sûrement pas, c'était un piège. Résultat, seulement 4 couples juifs de Baltimore achetèrent des billets en prévente pour voir le grand Mickey Katz, alors que Moshe avait compté sur la présence massive de la communauté juive de cette ville. 5 semaines avant le concert, avec une dette de $1 700 envers son cousin Isaac de Philadelphie, à qui il empruntait le montant du loyer de la salle et de la caution, se sentant encore plus déprimé qu'à la mort de son père, Moshe tomba à genoux et pria Dieu de lui accorder un renouveau spirituel. Puis, ne sentant rien venir, se retrouva en train de broyer du noir dans l'arrière-boutique du Paradis sur Terre, l'unique épicerie juive de Chicken Hill. Son propriétaire, un rabbin nommé Yaakov Flor, eut de la peine pour le jeune Roumain et lui proposa d'étudier l'hébreu dans son Talmud,
qu'il laissait en permanence dans la réserve où travaillait la plus jeune de ses filles, Shona. Elle avait eu la polio et elle était restée infirme, une de ses jambes étant plus courte que l'autre, ce qui l'obligeait à porter une chaussure avec une semelle de 10 cm d'épaisseur. Shona passait la journée à trier les légumes et à faire du beurre en mélangeant une teinture jaune à la crème stockée dans des barils. Sachant qu'il était endetté jusqu'au cou et ayant bien besoin de Dieu, Moshe accepta l'offre du rabbin et passa plusieurs après-midi plongé avec morosité dans le texte, pensant à son défunt père et jetant des coups d'œil furtifs à Shona, dont il se souvenait vaguement comme d'une petite fille silencieuse et effacée, mais qui, à présent âgée de 17 ans, était devenue fort ravissante. Malgré son pied et son boitillement, c'était une beauté silencieuse, avec un nez superbe et des lèvres douces, une poitrine généreuse, un derrière substantiel qui tendait sa grossière jupe de laine flottante et des yeux qui brillaient de gaieté et d'entrain. Moshe, lui-même dans la fleur de l'âge, à 21 ans, se surprit à lever les yeux plusieurs fois de sa leçon d'hébreu pour regarder bouche bée le postérieur de Shona, tandis qu'elle battait le beurre en ces froides soirées de Pennsylvanie. L'oscillation de ses hanches allant de pair avec la promesse du poêle à charbon, qui, dans le coin opposé, ne chauffait que la moitié de la pièce. Elle s'avéra être une personne vive d'esprit, pleine d'ironie, heureuse d'avoir de la compagnie et, au bout de quelques jours de conversation agréable, tandis qu'elle le régalait de plaisanteries cordiales en souriant avec ses yeux brillants de gaieté, le jeune Moshe finit par lui confesser son problème. Le concert qui approchait, les énormes dettes, l'argent déjà dépensé, les déboires avec les prospectus, les exigences d'une star difficile. « Je vais tout perdre, dit-il. » C'est là, dans l'arrière-boutique du rabbin, se tenant près de la baratte, le baraton à la main, que Shona lui rappela l'histoire de Moïse et les charbons ardents. Posant son baraton, elle jeta un coup d'œil vers la porte afin de s'assurer que personne ne l'observait, avant d'aller au bureau où Moshe était assis. Elle souleva le talmud poussiéreux et patiné de son père, qui lui était interdit de toucher, comme ils le savaient tous deux, empoigna le Midrash Rabbah en dessous et remit le talmud en place. Puis, elle ouvrit le Midrash Rabbah qui contenait les 5 livres de Moïse et tourna les pages jusqu'à l'histoire de Moïse et les charbons ardents. Elle étudiait la religion, lui confia-t-elle, et l'histoire de Moïse lui apportait toujours un grand réconfort. Et c'est là, avec la faillite imminente de sa salle de spectacle comme perspective, regardant le saint Midrash Rabbah d'un œil et la ravissante main de la belle Shona de l'autre, le cœur battant des premiers émois de l'amour, que Moshe entendit parler pour la première fois de l'histoire de Moïse et les charbons ardents, que Shona lui lut en hébreu, dont il ne comprenait qu'un mot sur 4. Le pharaon plaça une assiette de charbon ardent d'un côté de Moïse, alors en bas âge, et une assiette de pièces et de bijoux étincelants de l'autre. Si le petit enfant était intelligent, il serait attiré par l'éclat de l'or et des joyaux. Dans ce cas, il serait tué, car il représenterait une menace pour l'héritier du pharaon. S'il mettait la main sur les braises, il serait considéré comme trop stupide pour être une menace, et on lui laisserait la vie sauve. Moïse tendit d'abord la main vers les pièces d'or, mais alors qu'il faisait ce geste, un ange apparut et fit adroitement dévier sa main vers les braises brûlantes et il se brûla les doigts. L'enfant porta les doigts à la bouche et se brûla la langue, ce qui provoqua chez lui un trouble permanent de la parole. Moïse souffrit d'un défaut d'élocution pour le restant de ses jours. Mais la vie du guide et du prophète le plus important pour le peuple juif fut sauvée. Moshe écouta dans un silence extatique. Et quand elle eut terminé, il se trouva baigné de la lumière de l'amour que seul le ciel peut donner. Pendant plusieurs jours, il retourna à la réserve pour se rassasier des mots du Midrash Rabbah, sur lequel il avait auparavant eu un avis partagé, et y retrouver la jeune fleur qui l'avait conduit à ses paroles de motivation divine. À la fin de la 3e semaine de ses leçons de Midrash Rabbah, Moshe demanda à Shona de l'épouser. Et à son grand étonnement, elle accepta. La semaine suivante, Moshe déposa $140 sur le compte bancaire de Yaakov en cadeau, puis se présenta à Yaakov et sa femme et leur parla de sa proposition de mariage concernant leur fille. Les parents,
tous deux bulgares, furent tellement ravis que quelqu'un d'autre qu'un cyclope soit disposé à épouser leur fille infirme, et qu'est-ce que ça pouvait faire qu'ils soient roumains, qu'ils acceptèrent volontiers. « Pourquoi pas la semaine prochaine ?» demanda Moshe. « Pourquoi pas ?» répondirent-ils. La modeste cérémonie eut lieu à Ahavat Hashim, la minuscule synagogue qui accueillait les 17 familles juives de Pottstown. Y assistèrent Isaac, le cousin de Moshe de Philadelphie, les parents follement heureux de Shona, plus quelques yids locaux dont Yaakov avait battu le rappel afin de former le minyan de 10 juifs adultes requis pour réciter les 7 bénédictions. 2 d'entre eux étaient des ouvriers polonais du dépôt ferroviaire de la Pennsylvania Railroad qui s'étaient précipités jusqu'en haut de Chicken Hill pour avaler en vitesse un peu de nourriture cachère. Les 2 hommes acceptèrent d'assister au mariage, mais réclamèrent $4 chacun pour payer le taxi jusqu'à Reading, où ils devaient être à leur poste à l'heure le lendemain matin. Yaakov refusa, mais Moshe paya avec plaisir. Ce n'était pas cher payé, alors qu'il épousait la femme qui lui donnait plus de bonheur qu'il n'avait jamais rêvé possible d'en avoir. Il était tellement galvanisé par cet amour tout neuf qu'il en oublia complètement les $1 700 qu'il avait dépensés. Il vendit sa voiture pour $350, emprunta $1 200 autres à Isaac et dépensa cet argent en annonces, cette fois correctement rédigées et distribuées. Puis il vit, tout étonné, la vente des billets grimper en flèche. Plus de 400 billets furent vendus. Pendant 4 soirées, Mickey Katz et ses musiciens magiques offrirent la musique klezmer la plus magnifique et la plus entraînante que l'Est de la Pennsylvanie eût jamais entendue. 4 soirées de réjouissances juives déchaînées et de danse jusqu'à épuisement complet. Moshe liquida tout ce qu'il avait à vendre, boissons, nourriture, œufs, poissons. Il alla même jusqu'à héberger 10 New-Yorkais épuisés au balcon de l'étage de sa salle, normalement réservé aux Noirs. Les 4 couples du Tennessee qui avaient menacé de partir restèrent tout le week-end, de même que le danseur acide qui avait juré qu'il ne danserait avec aucune femme. Ce fut un succès complet. Le matin qui suivit la fin des festivités, Moshe était en train de balayer le trottoir devant sa salle lorsqu'il vit le Hassid dansant se diriger en toute hâte vers la gare. Le chapeau de fourrure avait disparu, remplacé par un feutre. Le cafetan avait été coupé pour le transformer en veste sport. Moshe le reconnut à peine. Tandis que le jeune homme approchait, Moshe lui demanda « Vous êtes d'où ?» Mais l'homme pressé resta silencieux en passant et il poursuivit son chemin sur le trottoir. Moshe lança dans son dos « Quel que soit l'endroit où se trouve votre maison, c'est là que vit le plus grand danseur du monde. Ça, c'est certain. » Cela fit son effet. Le Hassid s'arrêta, plongea la main dans son sac en toile de jute et, sans dire un mot, il revint sur ses pas jusqu'à Moshe et lui tendit une bouteille de Slivovitz, un alcool de prune. Puis se retourna et repartit d'un bon pas. Moshe cria dans son dos sur un ton enjoué. « Vous avez trouvé une épouse ?»« Je n'ai pas besoin d'une épouse, » répondit l'autre en agitant la main et sans regarder en arrière. « Je suis un twart d'amour. »« Un quoi ?»« Un gâteau éponge. » « Vous ne connaissez donc rien, vous, les Roumains ?» Avant que Moshe ait pu répondre, on entendit distinctement une détonation. Une petite explosion, comme le bruit d'un bouchon qui saute, mais plus fort. Les 2 hommes s'immobilisèrent. Ils levèrent les yeux en direction du modeste enchevêtrement de maisons en haut de Chicken Hill, derrière la salle de spectacle de Moshe. Un petit nuage de fumée noire s'élevait dans l'air, provenant apparemment de l'une des misérables habitations. Puis la fumée se dispersa dans le ciel. « Un mauvais signe, » dit le Hassid avant de repartir précipitamment. Moshe cria « C'est quoi votre nom ?» Mais le Hassid n'était plus là. Chapitre 3 12 Le jour suivant le départ du Hassid, Moshe se rendit à sa salle de concert et y trouva Nate en plein travail, se servant d'une pince équipée d'un long manche pour décrocher soigneusement les lettres de la façade. « Tu as entendu cette détonation hier ?» demanda Moshe. « On aurait dit que quelque chose avait explosé sur Chicken Hill. » Nate haussa les épaules, les yeux levés vers la façade. « Y a rien qui explose là-haut, à part les périodes difficiles.
Il y en a des tas. Cela fit rire Moshe. Il était toujours de l'humeur radieuse, suscitée en lui par l'extraordinaire réussite du concert de Mickey Katz et son récent mariage. Aussi, il plongea la main dans sa poche et compta $15. « Pour toi, dit-il. Nate, qui avait toujours le regard levé vers la façade, baissa les yeux vers les billets et secoua la tête. « Tu n'aimes pas mon argent ?» demanda Moshe. Nate s'appuya sur le long manche. C'était un homme à la peau claire et lisse, grand et vigoureux, avec des bras qu'un travail en plein air avait musclés. C'était du moins ce que supposait Moshe. « Oh, je l'aime bien, » répondit Nate. « Mais j'aime encore mieux mon boulot. Et comment que je vais pouvoir le garder si vous distribuez comme ça jusqu'à vos derniers sous, monsieur Moshe? J'avais plus vu une soirée dansante comme ça depuis qu'Erskine Hawkins s'était passé chez Anna Morse à Linfield. À l'époque, je me faisais pas mal de fric là-bas. » Moshe se souvenait vaguement d'Anna Morse, une femme noire bien habillée qui roulait en pacarde. Il connaissait aussi sa maison, une minuscule construction en briques, sur une petite route en dehors de Linfield, un village de fermiers à une douzaine de kilomètres de là. « C'est pas un salon funéraire ?» demanda Moshe. « Avant, c'était une salle de danse pour les gens de couleur, » répondit Nate. « Mais maintenant, Anna se fait plus de fric avec les morts qu'avec les vivants. C'est bien dommage. Les gens de couleur, faut qu'ils aillent tout là-bas, jusqu'à Chambersburg, pour trouver un endroit où danser. À moins que vous soyez prêt à aller dans un juke joint et risquer de vous faire tirer dessus. » Moshe hocha la tête, mais son esprit se mit à travailler. Plus tard ce soir-là, il en parla à Shona. « Et si j'ouvrais ma salle aux gens de couleur ?»« Oui, et ?»« Les goyim vont pas aimer ça. » Shona était devant la cuisinière, en train de préparer le dîner, et elle lui tournait le dos. Elle se mit à rire et leva sa cuillère au-dessus de sa tête en décrivant des cercles. C'était une grâce chez elle. Pas une once d'amertume, pas une trace de honte. Contrairement à Moshe, Shona était américaine. Elle était née à Pottstown. Elle faisait partie du paysage à Chicken Hill. Avec sa robe en laine défraîchie, son vieux pull vert, sa chaussure équipée d'une semelle spéciale qui coûtait une fortune, on la voyait toujours en train de rire et de plaisanter avec les voisins. Elle semblait connaître toutes les familles. Quand Moshe rentrait à la maison pour le déjeuner, ou même tard le soir, il trouvait souvent sa femme devant le magasin, en train de rire avec l'une ou l'autre des personnes noires du quartier. « Cette femme !» grogna un jour le cousin Isaac. « Est une vraie bulgare ! Dès qu'ils ressentent l'envie de travailler, ils s'assoient et attendent que l'envie passe. Ils peuvent pas verser un verre d'eau sans en faire toute une fête. » Mais Isaac était un grincheux, et cela faisait bien longtemps que Moshe avait appris à l'ignorer sur certains sujets. Debout devant sa cuisinière, Shona dit en yiddish « Mais ken dem ja mit? A kendel nit ois scheppen. » Tu ne peux pas aller dans toutes les directions en même temps. Qu'est-ce que ça peut faire ce qu'ils pensent? L'argent des gens de couleur se dépense de la même façon que le nôtre. 4 semaines plus tard, Moshe engagea le musicien Chick Webb. Le soir du concert de Webb, les Noirs de Pottstown se glissèrent dans le All American Hall de Moshe comme des fantômes. La mine sombre, ils entrèrent en silence. Les hommes en costume cravate sobre, les jolies femmes en robes fleuries et larges chapeaux élégants. Il y en avait qui étaient visiblement mal à l'aise, d'autres semblaient nerveux. Un petit nombre avait l'air carrément terrifié. Le centre-ville de Pottstown était interdit aux Noirs, sauf s'ils y venaient travailler comme gardiens ou comme bonnes, ou alors pour utiliser une fontaine publique quand l'eau cessait mystérieusement de couler des robinets de Chicken Hill, ce qui n'était pas rare. Mais dès que l'orchestre de Chick Webb commença à jouer, les Noirs réservés de Pottstown se métamorphosèrent en une foule d'individus sautant et dansant frénétiquement. Ils folâtraient et riaient, s'agitant comme s'ils étaient des oiseaux qui découvraient le plaisir de voleter pour la première fois. Les musiciens de Webb jouèrent comme de véritables magiciens,
4 séries de superbes morceaux de jazz, au rythme endiablé et canaille, qui firent s'emballer tous les cœurs. Cela donna une soirée d'une extraordinaire gaieté, d'une intensité seulement égalée par la performance du grand Mickey Katz. Depuis les coulisses, Moshe observa la scène, captivé, tandis que Webb, un tout petit homme à la colonne vertébrale déformée, vêtu d'un costume blanc, riait à gorge déployée et jouait avec un enthousiasme débordant, encourageant son orchestre depuis sa position à l'arrière avec ses percussions magistrales, le fracas des instruments faisant trembler le sol sous les vibrations d'une musique prodigieuse. Cet homme, se dit Moshe, était un créateur de joie. Et Moshe ne put s'empêcher de remarquer que Webb, tout comme son adorable Shona, avait une infirmité physique. Il était bossu en quelque sorte. Et pourtant, il y avait dans ses gestes un certain sentiment de joie, une légèreté, comme si chaque moment était précieux. Les invalides, se dit Moshe, m'ont porté chance. Moïse, Shona et Chick. C'est à partir de ce moment que Moshe commença à faire des rêves impliquant Moïse. Ils vinrent par 12. 12 visions différentes, 12 nuits différentes, Moïse franchissant 12 barrières différentes, 12 villes différentes, Moïse sur le mont Sinaï, scrutant 12 sommets différents en contrebas. Moshe se mit à appréhender tout ce qui le concernait comme allant par 12. 12 orchestres en 12 mois, 1200 $ investis dans 12 actions différentes qui lui rapportèrent un rendement fantastique. Même la maison qu'il acheta, une modeste bâtisse en briques de Chicken Hill, était située dans un quartier qui comptait 12 rues sur 2,5 km². Moshe ne parla de ses rêves à personne, pas même à sa femme. Mais il suivit les visions, investissant d'abord quelques cents dans 12 actions différentes, puis davantage à mesure que les actions grimpaient, et faisant venir dans sa salle 12 orchestres noirs différents en 12 mois, dont celui de Webb qui revint 4 fois. Ces soirées dansantes attirèrent des noirs de partout, et au cours des 12 mois qui suivirent, il gagna de plus en plus d'argent. Et à mesure qu'il en gagnait, les réactions des propriétaires de salles concurrentes passèrent de simples bougonnements à des plaintes chuchotées, puis à une virulente colère. « Les Noirs envahissent le centre-ville pour se rendre à une salle de spectacle juive !» hurlait-il. « Tout le monde sait que les Juifs font cuire leur matzah avec du sang de chrétiens !» La riposte ne tarda pas. D'abord, l'inspecteur des bâtiments de la ville se présenta à la salle et il dit à Moshe que ses canalisations étaient en mauvais état et que son plâtre s'écaillait, en vertu de quoi il lui infligea une amende. Le propriétaire des locaux se plaignit des détritus. Le chef des services de sécurité incendie le convoqua au sujet de portes qui grinçaient et des sorties de secours manquantes. Même sa propre synagogue lui fit payer une pénalité de 5 $. Moshe contre-attaqua. Il paya l'inspecteur des bâtiments. Au chef de la sécurité incendie, qui était un ivrogne, il offrit 4 bouteilles de scotch et une canne à pêche toute neuve. Il demanda à son fidèle Nate et une équipe de noirs de balayer le trottoir devant tous les magasins de la rue. Puis il eut une conversation avec le propriétaire, lui promettant de lui verser 150 $ chaque fois qu'il engageait un orchestre noir, et il lui proposa d'acheter le bâtiment à un bon prix dans 1 an si le propriétaire gardait le silence au sujet des Noirs. L'homme accepta. Pour traiter le problème avec la synagogue, Isaac fit le déplacement depuis Philadelphie et rencontra la Évra, le groupe des hommes qui avaient infligé une amende à Moshe. Isaac était un individu à l'air sombre et menaçant, qui avait 4 ans de plus que Moshe, dont il avait été le protecteur depuis leur enfance commune en Europe. Isaac entra dans la salle de réunion, posa une pièce d'1 $ en argent sur la table et dit « J'en donnerai 10 comme celle-là à tout homme ici présent qui peut prouver qu'il était à la soirée dansante de Mickey Katz avec sa femme. » Personne ne bougea. Cela mit un terme à la conversation concernant l'amende de Moshe. Avec les bénéfices des soirées dansantes pour les Noirs, Moshe acheta la salle au comptant en moins de 2 ans et plus tard, il fit l'acquisition d'une seconde salle de spectacle, située 2 rues plus loin. Dans les 5 ans qui suivirent, il se développa et gagna vraiment beaucoup d'argent. Assez pour payer à sa mère une maison confortable en Roumanie
et offrir à Shona un appartement douillet au-dessus du paradis sur terre. Qu'il racheta Yaakov après la mort de la mère de Shona, Yaakov étant parti s'occuper d'une synagogue plus importante à Reading. Moshe conçut le projet de démolir le magasin, mais Shona s'y opposa. « Comment peux-tu vendre le paradis sur terre ?» demanda-t-elle en riant. Moshe ne vit pas où était l'humour. « Tu n'es pas obligé de passer ta vie à vendre de la viande de vache cachère et des oignons à des gens de couleur. Fermons ce magasin. Les Juifs quittent Chicken Hill, suivons-les. » « Où ? » ? « En bas, en ville, là où sont les Américains. »« Quels Américains ? » ? « Shona, ne fais pas de difficultés. Je veux tenir le magasin. » »« De quoi ça aura l'air ? Ma femme va vendre du fromage et des biscuits, pendant que moi, je vais gérer une des plus belles salles de spectacle de la ville. On a tout ce qu'il nous faut maintenant. » D'exubérant, le sourire de Shona devint narquois. « Alors je dois rester assise à la maison toute la journée, pendant que toi, tu vas t'amuser dans ta salle remplie de musique. » Moshe finit par céder. Cela donna aux maîtresses de maison juives de Pottstown bien des sujets de discussion. Quel genre de mari laissait sa femme gérer son commerce ? Pourquoi ne quittait-il pas Chicken Hill comme les autres juifs ? Le père de Shona était parti à Reading après la mort de sa femme. Pourquoi n'avait-elle pas incité son mari à le rejoindre là-bas pour aider son père ? Qu'est-ce qui est plus important que la famille ? Mais les années que Shona avait passées à faire du beurre, à trier les légumes et à lire dans l'arrière-boutique lui avaient laissé du temps pour réfléchir. Enfant, elle avait lu toutes sortes de choses, des illustrés, des histoires policières, des romans à 4 sous. Et devenue une jeune épouse, elle en était venue à lire des textes sur le socialisme et le syndicalisme. Elle était abonnée à des journaux juifs, à des publications en hébreu, et elle achetait des livres sur le judaïsme dont certains venaient d'Europe. Ces lectures lui donnèrent des idées extravagantes sur l'art, la musique et les choses de ce monde. Elle connaissait l'hébreu mieux que n'importe laquelle des femmes juives de la ville, dont beaucoup ne possédaient guère plus que des rudiments de la langue. Elle pouvait réciter le Talmud mieux que la plupart des hommes de la synagogue. Au lieu de monter s'asseoir au balcon avec les femmes, elle insistait pour dire les prières en bas, avec les hommes, déclarant que son pied infirme l'empêchait de monter les escaliers. Une personne du temple eut la brillante idée d'installer au moins un rideau pour la séparer des hommes de l'assemblée. Comme la plupart des idées des fidèles de la synagogue Ahavat Hashim de Pottstown, celle-ci se révéla être désastreuse elle aussi. Car le père de Shona, après son départ, avait été remplacé par un empoté bien intentionné mais balourd nommé Karl Feldman, qui parlait avec un cheveu sur la langue et que les fidèles appelaient Fertzel, paix, dans son dos. Il n'était pas rare, les matins où l'infortuné Feldman voyait ses interprétations embrouillées de la loi juive rectifiées par la jolie ménagère dont les corrections mordantes lancées de derrière le rideau voletaient dans l'air comme des papillons, tandis qu'elle disait de sa voix flûtée « Voyons, Karl, qu'est-ce que vous racontez ? Il y a 4 versions différentes de la façon dont Caïn est mort. » De plus, sa jolie voix chantante s'élevait parfois pour aider le chant défectueux de Feldman qui mutilait les glorieuses mélodies du Talmud. Tout le monde savait que les femmes n'étaient pas censées être des cantors. Mais la charmante voix de Shona faisait naître des sourires de soulagement, même chez les plus grognons des fidèles. Les incartades de Shona étaient tolérées par ceux qui fréquentaient Ahavat Hashim. Son père avait été le premier rabbin de la ville. Il avait construit la synagogue. La plupart des fidèles s'étaient habitués à ces extravagances. Même Irv et Marvin Skrupskelis, les sévères jumeaux identiques de Lituanie, qui tenaient le magasin de chaussures de Pottstown et se disputaient à propos de tout, aimaient Shona. Elle était l'une des rares choses sur lesquelles les 2 frères s'accordaient, et tout le monde savait que ces 2-là étaient les juifs les plus désagréables de la ville. De plus, soulignait Irv, le chant du cantor, c'est le cri de Sion, et avec Fertzel, c'est exactement ce que l'on a. Des cris. Les 2 frères n'hésitaient pas à faire part de leur conviction que l'Amérique était un pays où les juifs de toutes sortes devraient parler d'une seule voix. Pourquoi ne pas laisser la plus jolie voix se faire entendre ? Pourtant, Moshe implorait sa femme. « Shona, faut-il vraiment que tu te comportes comme ça tout le temps à la synagogue ? Chanter, c'est le boulot de Fertzel, de Karl. » Elle le faisait taire d'un geste. « Il y a des clochards à Chicken Hill qui connaissent mieux l'hébreu que Fertzel. Lis le livre de Moïse. » Moshe n'osait pas parler à sa femme de ses 12 rêves de Moïse.
Il supposait que ses rêves étaient impies en quelque sorte, une superstition venant de son passé de Roumain, et il avait le sentiment que sa femme, née en Amérique, n'approuverait pas. Elle le corrigerait et il n'avait aucune envie d'être corrigé. Il avait de l'argent à présent, il était américain. Il renflouait le magasin de Shona qui, financièrement parlant, était un gouffre. Alors que les mois passaient et que les Juifs continuaient à fuir Chicken Hill, Moshe essayait sans cesse de convaincre Shona de déménager. « Il y a de plus belles maisons en ville, répétait-il. Des rues mieux éclairées, des clients plus riches. On peut ouvrir un magasin dans le centre qui gagnera de l'argent, insistait-il. Shona, toujours aussi enjouée, refusait. « Nous avons de merveilleux voisins, disait-elle. Finalement, Moshe lui confia qu'il avait vu le nuage noir. Il y a eu une explosion à Chicken Hill, quelque part derrière la salle, après la soirée dansante avec Mickey Katz. Le danseur extraordinaire, il l'a vu lui aussi. Il a dit que c'était mauvais signe. J'ai bien peur qu'il ait eu raison. Superstition, se moqua Shona avec une fermeté qui mit fin à la discussion. Moshe laissa tomber. Il oublia la prédiction du acide, renonça à l'idée de fermer le magasin de Shona et poursuivit ses activités. Par ailleurs, la vie était agréable. Il engrangeait des bénéfices. Ces 2 salles étaient sans cesse remplies d'orchestres yiddish pleins d'entrain, de troupes de théâtre juives et de formations de jazz noir au rythme endiablé. Il ne ménageait pas sa peine pour maintenir les apparences et éviter de se faire chasser de la ville. Car tous les mois, sa femme envoyait des lettres au Mercury de Pottstown à propos de causes juives et de réunions syndicales. Elle écrivit même une lettre pour protester furieusement contre le défilé annuel du Ku Klux Klan. Lettre dans laquelle elle annonçait qu'elle savait parfaitement qui était l'un des principaux participants à cette manifestation. Elle l'avait reconnu, disait-elle, à sa façon de marcher. C'était une lettre dangereuse, déclara Moshe, et ils eurent tous deux une vive discussion à ce sujet, car le boitillement révélateur appartenait au médecin Doc Roberts, qui entretenait d'étroites relations avec les décideurs de la ville. Pour faire la paix avec ces personnages importants, tous les mois à peu près, Moshe engageait une ribambelle d'orchestres plus mauvais les uns que les autres, mais qui plaisaient aux presbytériens huppés et aux teints terreux de Pottstown, juste pour les amadouer. Les Colonial Dames of America, le club du rempotage de Pennsylvanie, les 19 habitants des montagnes dont le cousin au 14e degré était arrivé sur le Mayflower, c'étaient des orchestres horribles, dont la musique ressemblait à des cris de chouette. Moshe observait avec étonnement ces Américains danser avec une satisfaction disgracieuse sur les gémissements et les grognements de ces pourvoyeurs invertébrés de bruit et de fadaise, dont les accords ennuyeux et désespérants atterrissaient sur la piste de danse avec toute la puissance de coques de cacahuètes vides lancées en l'air. Les couples tournaient tristement en rond, se tenant par la main comme des enfants, et évoluaient en silence. Les dames piétinant pesamment dans leurs sabots en bois qu'aucune femme juive qui se respecte n'aurait voulu porter. Les hommes d'affaires se balançant en haute forme et nœuds papillons du temps jadis. Chaque soirée était entrecoupée de vibrants discours sur le fondateur de la ville, le grand John Potts, dont le portrait apparaissait dans chaque bâtiment municipal, le visage du vieil homme regardant par-dessus les épaules de chaque citoyen comme un fantôme en train de faire l'appel. Moshe avait honte d'entretenir de telles pensées. Il était désormais un Américain qui avait réussi. Le pays avait été bon envers lui. Et pourtant, il croyait toujours en ces histoires de sorcellerie, de mauvais sorts et cette stupide affaire de 12. Ce sont des idées du temps passé dans une époque nouvelle, se disait-il. Et il faut que je change. En 1935, 11 ans après son succès initial avec Mickey Katz, quand son cousin Isaac lui écrivit pour dire qu'il venait de s'acheter une pacarde toute neuve, Moshe en eut assez. Un soir après dîner, assis à la table de la cuisine, il enfonça le clou. On n'a plus besoin de vivre au-dessus d'une épicerie. On peut avoir notre propre maison. On va déménager. Où ? Demanda Shona. En ville, dans une maison neuve. On ouvrira une nouvelle épicerie tout près. J'ai déjà versé un acompte. Va reprendre ton argent. Pas question. Alors amuse-toi bien là-bas, dit Shona. Je te rendrai visite de temps en temps. Elle était assise à la table, calmement, ses traits délicats empreints de fermeté. Et une fois de plus, l'amour que Moshe avait pour elle fut le plus fort. L'idée de garer sa grosse pacarde devant une maison vide, sans sa Shona, le terrifia, et sa détermination faiblit. « Shona, s'il te plaît,
Je ne veux pas d'une maison en ville. Je ne veux pas d'un magasin en ville. Vivre ici, en haut, et descendre au rez-de-chaussée pour travailler est plus facile. Je n'ai pas à beaucoup marcher. Mais les Juifs s'en vont de Chicken Hill. Aller à 10 rues d'ici, c'est ça s'en aller. Tu sais ce que je veux dire. Allons là où ils sont, c'est notre peuple. Moshe, je me plais bien ici. J'ai grandi dans cette maison. Le facteur sait où j'habite. Exaspéré, Moshe tendit le doigt vers la fenêtre de la cuisine en direction de Pottstown en bas. En bas de cette colline, c'est l'Amérique. Mais Shona resta inflexible. L'Amérique, c'est ici. Ce quartier est pauvre. Nous, on ne l'est pas. Ce quartier est noir, nous, on ne l'est pas. Tout va bien pour nous. Parce qu'on sert. Tu comprends? C'est ce que nous faisons. C'est ce que dit le Talmud. Nous devons servir. Mais les Noirs sont nos seuls clients ici. On a toujours dépensé leur argent aussi bien que celui des autres, non? Ce n'est pas le problème. Il avait les bras sur la table, ses doigts enserrant une tasse de thé. Elle plaça gentiment une main sur les siennes. Tu ne vois donc pas ce qu'ils ont, Moshe? Tu ne vois donc pas le puits où ils puisent? Quel puits? Qu'est-ce que tu racontes? Elle se tut un moment, puis elle dit calmement, doucement. Je me souviens de Mickey Katz. Il avait un joueur de mandoline à qui il manquait 2 doigts. Je me souviens l'avoir observé jouer. Il jouait merveilleusement bien. Tu ne te souviens pas? Il y a eu tellement de concerts depuis... marmonna-t-il. Et Chick Webb, dit-elle. Il t'a fait gagner une fortune. Webb était cher pour un infirme, répondit Moshe. Il avait voulu faire une plaisanterie, mais il sentit comme un marteau de silence glacial s'abattre dans la pièce. C'est comme ça que tu me vois? Demanda-t-elle à voix basse. Elle se leva de table et partit en boitillant, et elle ne lui parla plus pendant plusieurs jours. Elle ne lui pardonna qu'après qu'il lui eut offert un exemplaire du Shulchan Aroukh, qui exposait en détail les 7 prescriptions qui règlent la vie juive. La sagesse, la douceur, la crainte de Dieu, l'amour de la vérité, l'amour des gens, une bonne renommée et l'aversion de l'argent. Il s'excusa et elle redevint la Shona d'avant, qui allait et venait dans la maison en proclamant joyeusement. La charité de l'esprit. Que serait la vie sans la charité de l'esprit? J'étais en ville et j'ai entendu une femme murmurer « Cette pauvre infirme ». Je me suis dit en moi-même, qui est l'infirme? Celle qui vénère un objet matériel ou celle qui vénère quelque chose de plus élevé? Ce genre de discours allait à l'encontre de la conviction grandissante qu'avait Moshe que plus d'argent rendait la vie plus facile. Mais il le tolérait parce qu'il connaissait le cœur de Shona, et c'était un cœur qui n'avait pas de prix. Et donc il gardait le silence, et ils restèrent à Chicken Hill. Par un matin gris de 1936, la 12e année de leur mariage, Shona se réveilla en toussant et avec une douleur dans le ventre. Elle évitait les docteurs, aussi Moshe décida d'attendre une journée. Mais elle alla de plus en plus mal. Commença alors une série de longs pèlerinages, d'un docteur à l'autre, aucun d'eux n'ayant de réponse à leur donner. C'était une maladie incompréhensible. Un jour, elle allait bien. Elle se déplaçait sans problème, elle riait et lisait ses livres juifs bizarres. Et le lendemain, elle était malade, clouée au lit, pratiquement incapable de bouger. Ça allait et venait. Quand son état se détériora, Moshe engagea la femme de Nate, Adi, pour l'aider à l'épicerie et pour les tâches liées au Shabbat. Shona détestait toutes sortes d'aides, mais comme ses troubles empiraient, elle fut obligée de céder. Moshe l'emmena voir des docteurs à Philadelphie, à Baltimore et même à New York, sans résultat. Son étrange maladie, sa douleur au ventre et ses évanouissements soudains continuaient. Les docteurs étaient perplexes. Les anciennes craintes et superstitions de Moshe commencèrent à le saisir. Se pouvait-il que son rêve secret au sujet de Moïse et le chiffre 12, et sa ridicule croyance en la prédiction du mauvais signe faite par le Hassid qu'il n'avait vu qu'une fois, ait joué un rôle dans ce revirement de fortune? Le couple n'avait pas d'enfant, chose que Shona supportait sans se plaindre, même s'il lui arrivait parfois de regarder par la fenêtre pour observer les enfants de couleur du quartier et devenir silencieuse, pour se reprendre un instant plus tard et redevenir la Shona habituelle, riante et pleine de vie, babillant sur quelques feuilletons radiophoniques qu'elle avait écoutés récemment. Ils avaient eu un mariage heureux.
12 années merveilleuses, exactement comme son rêve de Moïse avec tous ses 12 l'avait étrangement préordonné. Il avait envie de parler de ses rêves à sa femme. Mais comme sa maladie empirait, il ne voulut pas l'ennuyer avec de telles futilités. Quand le rabbin Feldman passa à la maison un soir pour chanter et prier, tandis que Shona était agitée dans son lit et s'évanouissait sous l'effet de la fièvre, Moshe songea à en faire part au rabbin. Mais le moment ne lui sembla pas opportun. Aussi, Moshe fut soulagé quand le rabbin lui annonça « J'ai le sentiment que Shona va aller mieux. » Mais Shona n'alla pas mieux. Elle commença à perdre connaissance sans raison particulière, et le docteur qu'elle acceptait de voir était à Reading, à une 30aine de kilomètres de là. Elle méprisait le médecin de la ville, Doc Roberts, et elle refusait d'être soignée par lui. « J'ai grandi en même temps que lui, disait-elle. Si je dois avoir un docteur Goy, j'enverrai un, mais pas lui. » Cela compliquait les choses, car Doc Roberts, un homme corpulent qui se déplaçait encore en voiture à cheval, bien qu'il eût une Chevrolet flambant neuve garée dans l'allée de sa maison tapissée de lierre, à côté du cimetière de la ville, était le seul médecin de Pottstown. Son boitillement était identique à celui de Shona, et pourtant tous les ans, il marchait en tête du défilé du Ku Klux Klan local. Malgré le drap qu'il recouvrait, tout le monde savait que c'était Doc. Son embonpoint et son boitillement le trahissaient. Personne ne se plaignait, c'était juste un truc comme ça. Une fois par an, le jour du défilé du clan, les Noirs de la ville disparaissaient, les magasins juifs fermaient, le clan paradait, et c'était tout. Mais Shona trouvait toute cette affaire déplaisante, et ignorant l'horreur que cela inspirait à Moshe, elle refusait de fermer les volets de sa boutique comme le faisaient les autres commerçants juifs. « Pourquoi devrais-je fermer à cause d'eux » demandait-elle d'un ton rageur. « Même le bureau de poste reste ouvert. » Pour ce qui était de Doc Roberts, elle disait à Moshe « Il est si gras que sa nuque ressemble à un paquet de hot dogs. » Elle ne pouvait pas le supporter. Mais à présent, Moshe avait besoin de Doc. Et comme Shona refusait de le voir, chaque visite chez le médecin signifiait se déplacer jusqu'à Reading pour consulter le brave docteur juif là-bas. Pourtant, tout ce qu'il faisait ne changeait rien. Et les pertes de conscience de Shona devenaient dangereuses. Elle alla un peu mieux au printemps, puis retomba gravement malade et marcher lui devint pratiquement impossible. L'été venu, elle fut complètement grabataire. Ce n'était pas son pied infirme qui semblait la pousser vers la mort, mais plutôt son ventre, qui se mit à saillir de façon particulière, comme pour se moquer de son infertilité. Moshe chercha désespérément de l'aide auprès d'un médecin après l'autre, avec un sentiment d'urgence croissant, et il la conduisit même chez un spécialiste de Boston renommé dans tout le pays. Mais ce docteur fut tout aussi déconcerté que les autres l'avaient été. Alors Moshe la ramena à la maison. Il mit le lit de Shona dans la pièce principale de l'appartement, près d'une fenêtre, pour qu'elle puisse voir le lever du soleil et lire le Talmud dès l'aube. Car, bien que ce fût interdit, cela n'avait apparemment plus beaucoup d'importance à présent. La pièce était située juste au-dessus du magasin, ce qui permettait à Shona de hurler ses instructions à Adi, en bas, car elle insistait pour que l'épicerie reste ouverte. « Mon travail me maintient en vie », disait-elle. Elle se mit à écrire des lettres au journal pour rappeler au lecteur les jours des fêtes juives et à lire des livres d'histoires drôles pour amuser son mari, dont le long visage fatigué apparaissait à son chevet chaque soir après le travail. Elle lui offrait tout un tas de plaisanteries et son bavardage léger avant de sombrer dans le sommeil. Après quoi il lui frictionnait consciencieusement les pieds et les chevilles qui avaient enflé de manière inquiétante. Il lui lisait le Talmud à haute voix, même si elle était endormie, parce qu'il savait qu'elle aimait beaucoup ce texte. Mais quand l'hiver arriva, l'état de Shona empira encore. Ses évanouissements devinrent plus fréquents et la fièvre s'installa progressivement pour ne plus baisser. C'est à ce moment, alors que Shona déclinait et s'approchait de la mort, que les Noirs de Chicken Hill commencèrent à défiler en permanence au paradis sur terre. Jour et nuit, ils arrivaient les uns derrière les autres, apportant de la soupe, des légumes du jardin fraîchement cueillis, des tartes et des remèdes traditionnels, de même que leur rire chaleureux et des plaisanteries à cette gentille dame juive un peu folle qui avait forcé son mari à ouvrir sa salle de spectacle aux gens de couleur et qui accordait tant de crédit aux familles de couleur de Chicken Hill que ni elle-même ni eux n'avaient plus la moindre idée de qui devait quoi. Les Noirs de Chicken Hill
adorait Shona. Il la voyait non pas comme une voisine, mais comme une artère vers la liberté. Car le souvenir du boitillement caractéristique de Shona, tandis qu'elle et son amie d'enfance, une grande et très belle fille silencieuse nommée Bernice Davis, descendaient la colline par des chemins boueux et troués d'ornières pour aller à l'école tous les matins, était gravé dans leur mémoire collective. C'était la preuve que l'égalité était possible en Amérique. On peut s'entendre tous autant que nous sommes. Regardez ces deux-là. Shona, pour sa part, ne les voyait pas comme des Noirs, mais comme des voisins, avec des vies infiniment intéressantes. Darlene, dont la fille avait eu la crise de hoquet la plus longue que Shona ait jamais vue. Larnell, l'enfant de 12 ans qui ne savait pas lire, mais qui était capable de résoudre des problèmes de mathématiques complexes dans sa tête. Et bien sûr, Bernice, qui avait été sa voisine directe et sa meilleure amie quand elles étaient petites, mais qui à présent n'ouvrait que rarement la bouche et avait tant d'enfants que les Noirs de Chicken Hill, en riant, parlaient de sa progéniture comme des 40 mules sur un arpent, parce que personne ne savait exactement combien d'enfants Bernice avait mis au monde, et tous avaient peur de le lui demander. Les Noirs mettaient de la vie dans la chambre de Shona. Ils plaisantaient, évoquaient des légendes à propos de fantômes et de revenants, racontaient des histoires drôles de gens ayant fui le Sud, qui faisaient rire Shona et lui faisaient oublier la douleur. Addie et sa sœur Cléota se relayaient pour tenir le magasin, respectant les règles cachères le jour du Shabbat, allumant et éteignant les lumières, faisant du feu dans le poêle, veillant à séparer convenablement les assiettes et les couverts, toutes deux bien conscientes sur l'insistance de Shona que, quelles que soient les circonstances, elle devait laisser Moshe la réveiller quand il rentrait à la maison après le travail. Certains soirs, quand il arrivait, Moshe trouvait Addie assise près du lit tandis que Shona dormait, le Talmud ouvert sur sa table de nuit, la main posée sur la page qu'elle avait choisie pour qu'il la lui lise. Il la réveillait doucement et lisait à haute voix. Elle le complimentait pour son hébreu, lui disant combien il était agréable à entendre, même s'ils savaient l'un comme l'autre qu'il était horrible. Puis elle sombrait de nouveau dans le sommeil pendant qu'il lisait. Alors, il fixait le regard sur son beau visage sombre, comme hypnotisé, et il se mettait à pleurer. À ces moments-là, le chagrin remplissait son esprit d'énergie et électrisait sa mémoire. Les étranges symboles de cette sainte nourriture en signes hébreux, qui lui avaient paru dénués de sens quand il était enfant, lui donnaient à présent une sorte d'élan au cours de ces nuits froides, 12 ans après qu'ils furent tombés amoureux. Après avoir un peu pleuré, il repartait de l'avant et poursuivait sa lecture pendant qu'elle dormait. Il lisait le verbe maintenant pour la garder en vie, et ce faisant, une partie de lui s'éveillait à la vie également. Mais alors que l'hiver laissait place au printemps, Shona commença sa longue agonie. Un soir, vers la fin du printemps, elle perdit connaissance et fut transportée d'urgence à l'hôpital de Spring City, non loin de là. Elle revint à elle et put rentrer chez elle le lendemain. Mais auparavant, les docteurs avertirent Moshe que si la fièvre revenait, il faudrait l'hospitaliser de nouveau, car la fin était proche. Le jour suivant, Moshe resta à son chevet toute la journée, bien qu'elle parût ne pas être consciente de sa présence. Elle parla fiévreusement, jusqu'au moment où les médicaments et la fatigue firent de l'effet, et elle passa une bonne partie de l'après-midi à dormir. Elle dormait encore le soir venu. Et là, Addie poussa Moshe dehors, lui conseillant d'aller prendre l'air. Il descendit la colline jusqu'à sa salle pour jeter un coup d'œil. Il y trouva son fidèle Nate et une petite équipe d'ouvriers de couleur occupés à nettoyer après 3 soirées trépidantes avec Louis Jordan, le leader d'un groupe noir. Moshe empoigna un balai et il était sur le point de se joindre à eux pour ne pas devenir fou lorsqu'il aperçut une silhouette entrer par la porte des coulisses. C'était son cousin Isaac, de Philadelphie. « Allons faire un tour !» dit Isaac. Moshe refusa. D'un signe de la tête, il désigna une table vide et des fauteuils devant la scène. Isaac, grand et mince, se cala dans un fauteuil. Il portait sa redingote et son feutre, et il n'enleva ni l'un ni l'autre. Apparemment, il n'envisageait pas de rester longtemps. D'un geste, il demanda à Moshe de s'asseoir. Mais Moshe refusa de nouveau et resta debout en face de son cousin. À 37 ans, Isaac était un homme imposant, qui n'avait plus rien à voir avec le maigrichon de 14 ans
qui avait emmené son cousin docile à pied sur plus de 1500 kilomètres, partant des contreforts des Carpates pour traverser l'Europe de l'Est, de Barlade en Roumanie jusqu'à Hambourg en Allemagne, les deux jeunes garçons évitant la police et les soldats, se glissant dans des ruelles, se cachant derrière des poubelles, véritables fousgayeurs, volant un peu ici, empruntant un peu là, jusqu'à ce qu'une brave vieille femme à Hambourg les laisse vivre dans son sous-sol, où il roulait des cigares pour son mari malade, qui était lui-même payé à la pièce par une fabrique de cigares locale, le vieil homme agonisant petit à petit à l'étage, tandis que les garçons étaient en bas, où ils travaillèrent pendant 3 ans pour gagner de quoi s'offrir la traversée en bateau vers l'Amérique. C'était un grand Américain à présent, grand dans tous les domaines, un homme d'une puissance brute et arrogante, à la poitrine massive et aux larges épaules, qui possédait 9 salles de spectacle florissantes à Philadelphie. Il était fièrement vêtu d'un costume sombre, d'une chemise blanche impeccable, d'un nœud papillon et de chaussures luisantes. Bien loin de ce qu'ils avaient connu en Roumanie, où il traînait en pantalon loqueteux et chaussures éculées, enfournant du pain volé, tandis qu'il s'enfuyait pour échapper aux commerçants furieux et aux soldats russes. « Je suis venu te demander comment il faut s'y prendre pour engager les orchestres de couleur, » dit Isaac. Tout de suite, Moshe flaira quelque chose de louche. Isaac était le plus gros propriétaire de salles de spectacle de Philadelphie. La plus petite des 9 salles d'Isaac était plus grande que les 2 salles de Moshe réunies. Isaac faisait passer de tout dans ces salles, depuis des groupes yiddish à des spectacles divers et même des films. Il pouvait faire venir un cirque ambulant de puces savantes s'il en avait envie. Il n'avait besoin d'aucune aide pour engager les orchestres noirs. Toutefois, Moshe joua le jeu, lui suggérant quelques tuyaux, tandis qu'Isaac lui posait quelques questions de pure forme. Puis, comme Moshe s'y attendait, Isaac fit doucement dévier la conversation sur Shona. Il mentionna un établissement juif pour personnes malades à Philadelphie. « Je connais des gens là, dit-il. Des gens bien. Ta femme pourra vivre le reste de son temps là-bas, dans un endroit sûr et chaleureux, au milieu d'amis. » Moshe hocha la tête, essayant de toutes ses forces d'étouffer son indignation. Il dit doucement : « Tu te trompes rarement sur les choses, mon cousin, mais cette fois tu as tort. Sois raisonnable, elle est très malade. » « J'y ai bien réfléchi, » répondit Moshe. « Et qu'est-ce que tu en as déduit ?» Moshe sentit le sang lui monter au visage. « Tu te moques de moi ?» Isaac fut surpris. « Pas du tout. Ça vaut mieux, parce que si tu te moques de moi, je vais te flanquer une telle chamalia, baigne, dans les kishkes, les intestins, que tu n'oublieras pas de sitôt. » Isaac, qui avait survécu à 1000 bagarres de rue, de la Roumanie au quartier sud de Philadelphie, fut stupéfié. Les rudes épreuves de son enfance avaient transformé le garçon remuant à l'esprit vif en un homme résistant et fort. C'était un homme dur à présent. Il le savait, sa femme le savait, ses enfants le savaient. L'existence qu'il menait était morne et vide. Mais il savait aussi que l'unique point positif dans sa vie américaine propre, riche et sans amour, était que la seule personne au monde qui avait connu dans les moindres détails la haine et le mal auxquels il avait été confronté, n'avait jamais prononcé un mot dur ou furieux contre qui que ce fût, jusqu'à cet instant précis. Voir la rage sur le visage de Moshe secoua terriblement Isaac. Il eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Je ne fais que veiller sur tes intérêts, mon cousin, » marmonna-t-il. « Je sais où sont mes intérêts, » dit Moshe. « Comment se fait-il que tu viennes me voir pour me parler de cette façon ? Quelle est la meilleure façon de parler de ça ? Comment ça se fait que les gens de notre peuple sont incapables de parler ouvertement de la maladie ? » « Les gens de notre peuple ne connaissent rien à ce genre de choses, » répondit Isaac. « Je te dis juste ce que je sais. »« Alors tu ne sais pas grand-chose, » dit Moshe. « Elle va vivre. » Chapitre 4. Dodo. À 4 maisons de celle où Shona se mourait, une femme noire, svelte et d'un certain âge, nommée Adi Timblin, se tenait à la porte d'entrée de sa petite habitation de couleur brune, et l'œil collé à une fissure, observait la froide obscurité. Elle scruta le chemin boueux, essayant de repérer une lanterne, qui signifierait que son mari,
Nate, était en train de monter vers Chicken Hill. Derrière elle, autour de la table de cuisine, dans la pièce principale, la réunion mensuelle de l'Association des Hommes Noirs de Pottstown allait bon train, avec les absurdités et les éclats de voix habituels. L'association se réunissait chaque 3e samedi du mois, dans la soirée, autour de sa table de cuisine, prétendument pour parler des différentes manières dont les Noirs de Chicken Hill pourraient trouver des emplois plus facilement et avoir de meilleures perspectives, et peut-être même un jour, avoir l'eau courante et le tout à l'égout, afin d'en finir avec les toilettes à l'extérieur, les fosses d'aisance et les puits, qui étaient autant de verrues dans le quartier. L'association était dirigée par les leaders de la communauté noire de Pottstown, qui se disaient impliqués, alors même, pensait Addie avec ironie, qu'il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. La plupart du temps, ces hommes se retrouvaient pour jouer aux cartes, échanger des ragots, raconter des blagues, fanfaronner au sujet de voitures qu'ils ne posséderaient jamais et imaginer des façons de contourner les règles des autorités blanches sans emmerder les blancs de la ville. Il y avait là 3 hommes. Rusty, un garçon de 22 ans aux larges épaules et à la peau marron, vêtu d'un bleu de travail et d'un chapeau de paille, l'oncle de Rusty, Bags, et le révérend Ed Springs, que tout le monde à Chicken Hill appelait Snooks. À côté de Snooks, il y avait sa femme, Holly, qui s'occupait en tricotant. À cet instant précis, la conversation portait sur Shona, qui, ainsi que chacune des personnes présentes le savait, était mourante, et à qui chacune des personnes présentes, à l'exception d'Addie, devait de l'argent, que ce soit pour des achats faits à l'épicerie, des services rendus, l'utilisation du téléphone, des vêtements ou toutes sortes de bricoles. Addie regardait dans la nuit quand elle entendit battre les cartes. Elle tourna la tête et vit Rusty, un paquet de cigarettes dépassant de la poche de poitrine de son bleu, glisser les cartes vers Snooks et lui demander « Dis, Snooks, est-ce que les Juifs couvrent les pendules de la maison quand quelqu'un meurt chez eux ?» Snooks, un homme corpulent en costume fripé et nœud papillon, tira le paquet à lui et fit un clin d'œil à Bags en battant les cartes. « Bien sûr, Rusty. Ils mâchent avec leurs dents aussi. Et puis leurs femmes, elles mettent un manteau de fourrure en hiver. Et les hommes pissent debout. » Bags éclata de rire, mais Snooks jeta un regard en direction de sa femme qui fronça les sourcils. Snooks lança un coup d'œil vers Addie, à la porte. « Addie, surtout mets bien ses plus beaux vêtements à Miss Shona. Ne lui tresse pas les cheveux et ne les peigne pas du tout. Laisse-les juste comme ils sont. Et pose un récipient plein de sel sur sa poitrine. Ça empêche le corps de se relever. »« Elle va pas mourir, » répondit Addie en scrutant de nouveau la nuit. Snooks fit un geste dédaigneux de sa main grassouillette et se retourna vers la table en battant les cartes. Puis il ajouta « Si t'avais grandi au pays, dans le sud, tu connaîtrais les vieilles coutumes. Elles ont du bon. Un récipient plein de sel éloigne le diable. »« Ils croient au diable, les Juifs ?» demanda Rusty. « Je l'espère, » répondit Snooks. « Alors pourquoi ils ont tué Jésus-Christ ?» Snooks, déconcerté sur le coup, se tourna vers sa femme dans l'espoir d'une réponse. Mais Holly fit semblant d'être accaparée par son tricot. « J'ai pas dit qu'ils avaient tué Jésus-Christ, » protesta Snooks. « Si, tu l'as dit. Tu l'as dit à l'église, des tas de fois. » Snooks ignora la remarque. « Il y a 66 livres dans la Bible, Rusty. Je peux pas me souvenir de tout. Addie, si Miss Shona trépasse, mets un peu de mélasse à ses pieds et un morceau de pain de maïs sur ses cheveux. Et une pièce de 25 cents sur ses yeux. »« Pourquoi faire ?» demanda Rusty. « Ça empêche les yeux de s'ouvrir brusquement, » répondit Snooks. « Addie, fais-le avant que les proches s'amènent. Il se pourrait qu'ils voient pas ça d'un bon œil. »« Des proches, il y en a pratiquement pas, » répliqua Addie. « Le père est à Reading. La mère est morte il y a des années, avant que tu viennes par ici. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.